prochaine station, Union. Nous sommes le 17 janvier aujourd'hui, pas de problème de circulation, une météo humide mais chaude, 5 degrés à Toronto. Si vous nous rejoignez en ce début d'heure, il est 7h10, vous vous levez peut-être, nous on est levés depuis longtemps et c'est tant mieux, ça nous a permis de préparer les informations dont vous avez besoin juste avant de partir au travail ou juste avant de commencer votre journée. Dans l'heure qui vient, on va discuter notamment du procès Chafia avec Yannick Dumont-Baron, ça continue depuis de nombreux jours maintenant. On fera un petit point également sur l'actualité en Ontario, le sport, la culture. Tout cela avec mes chers amis que sont Sophie Perceval, Félix Brian Corriveau et Annie Poulain. Bonjour. Annie, conseil municipal, le budget en question encore, j'ai envie de dire, à la mairie de Toronto. Oui, mais il y a un grand dénouement qui approche au conseil municipal parce que d'ici jeudi soir, on devrait être fixé sur ce budget de 2012. Mais en effet, ça fait longtemps qu'on en parle. Oui. On se rappelle des réunions 24 heures cet été avec les gens qui voulaient dire leurs mots. Il y a aussi eu la sortie de Margaret Atwood pour éviter les compressions dans les bibliothèques, des manifestations, des difficultés dans les négociations syndicales à cause de suppression de 2000 emplois. Donc, tout ça va être condensé dans les 3 prochains jours au conseil municipal. Donc, on suivra ça. Et jeudi, les conseillers municipaux devraient voter sur ce fameux budget. Parfait. Je souhaite bonne chance aux journalistes de la salle des nouvelles qui va se rendre au conseil municipal pendant les 3 jours. C'est pas vous, Annie, hein? Peut-être. Ça pourrait être moi. On vous demandera des comptes si c'est vous. Sophie Perceval, The Artist, on en a parlé beaucoup hier. Il a remporté 3 Golden Globes. On en reparle ce matin. On n'a pas le choix. Il faut en reparler parce que là, quand même, ça commence à devenir un phénomène. Ah oui. On le savait, mais enfin, là maintenant, The Artist s'est illustré au prix anglais, les BAFTA, les British Academy Film Awards, et pas n'importe comment. C'est pas 1, 2, 3 nominations. Vous connaissez le nombre de nominations? C'est incroyable. De nominations, non, absolument pas. 12 nominations pour The Artist. C'est trop, non? On peut supposer d'ailleurs qu'il n'a pas eu le meilleur dialogue, mais c'est peut-être la seule parce que c'est un film muet. Là, s'il avait eu le meilleur dialogue, j'aurais crié à l'escroquerie, là. Ouais, là, quand même. Non, écoutez, c'est complètement époustouflant. Et oui, on suivra tout ça avec vous, Sophie, et puis Félix au sport. Tiens, encore un sportif qui s'en va en politique. Ben oui, le sport rencontre parfois la politique. Bien souvent, de plus en plus souvent. Oui, mais là, c'est fort intéressant. Vous vous souvenez de ce très, très grand joueur de basketball, Yao Ming, le chinois? Oui. Eh bien, il vient de faire son entrée dans l'univers politique. On a appris hier qu'il est désormais qu'il fait partie de la conférence consultative politique du peuple chinois de Shanghai. Alors, c'est un organe politique qui est en vérité sans grand pouvoir, mais en théorie, M. Yao Ming, eh bien, il pourra, en théorie, je le répète, rédiger une proposition de loi. Alors, on ne parle pas de la déposer, mais en tout cas, au moins la rédiger. Et là, M. Yao Ming, il commence à en avoir pas mal dans son assiette parce que, en plus de cette nouvelle responsabilité, eh bien, il est à la direction des Sharks de Shanghai, c'est une équipe de basket locale, et il suit aussi une formation universitaire et il est aussi à la tête d'une société vinicole californienne qu'il a lui-même fondée. Alors, c'est visiblement un touche-à-tout. Effectivement. Quand on a de l'argent, on peut se permettre beaucoup de choses. On suivra notre ami Yao Ming, évidemment, dans sa nouvelle carrière politique et dans les affaires. Bonne chance à lui. Félix, vous restez pas loin parce qu'on va évidemment revenir sur les résultats de Ligue nationale dans quelques petites secondes. Mais on va d'abord parler météo, si vous le voulez bien. À Toronto, en ce moment, la température est de 4 degrés. Il pleut un petit peu. C'est une faible pluie qui va continuer jusqu'à ce soir. Ça devrait s'arrêter. Les températures maximales, ça va se trouver autour de 4-5 degrés dans la journée. Si on regarde à London, 8 degrés de température au plus fort de la journée. Ce matin, il y a une petite pluie qui devrait cesser rapidement en début d'après-midi. Ça va être nuageux. Par la suite, 60% de probabilité d'averse et des nappes de brouillard, mais qui vont se dissiper tout ça dans la matinée. C'est à peu près la même chose à Windsor, où là on a une température maximale de 9 degrés aujourd'hui. Là aussi, des petites pluies qui vont cesser tôt en après-midi et des nuages qui vont apparaître
apparaître. À Hamilton, il pleut, mais il y aura quand même 8 degrés dans les maximales en température. Nappe de brouillard là aussi qui se dissipe dans la matinée. Et puis pour terminer à Kingston, 3 degrés en ce moment même. Il va pleuvoir cet après-midi avec des vents notamment de sud-est à 25 km/h. 7h37, on fait un petit point circulation tout de suite avec tout d'abord l'annulation du transport scolaire à cause du brouillard dans la région de Lambton. Il y a 2 écoles du conseil scolaire catholique qui sont touchées par ces annulations. Elles sont à Sarnia, ces 2 écoles, Saint-François-Xavier, excusez-moi, et Saint-Thomas d'Aquin. Une seule école du conseil Viamonde est touchée, en revanche c'est l'école Les Rapides, également à Sarnia. Et puis aux alentours de Toronto, il y a quelques petits ralentissements, notamment entre la 404 et le Don Valley Parkway au sud, entre Stouffville et le Gardiner, il y a à peu près une vingtaine de minutes de retard. En gros, d'habitude, vous mettez 25 minutes pour faire cette distance. Aujourd'hui, vous allez mettre bien 45 minutes. Quelques petits délais également d'une dizaine de minutes sur la 401 ouest de Kingston à la 404. Donc là aussi, attendez-vous à ralentir un petit peu. Comme à chaque mardi, c'est l'heure de s'intéresser à un sujet d'actualité internationale. Cette semaine, c'est la Syrie qui retient notre attention, évidemment, j'ai envie de dire. Depuis quelques jours, la pression s'accentue de plus en plus sur le régime de Bachar al-Assad. On va en parler davantage ce matin avec mon invité, qui est chercheur à l'Observatoire du Moyen-Orient de la chaire Raoul Dandurand à l'UQAM, et professeur également de relations internationales au Collège des forces canadiennes de Toronto. Miloud Chinoufi, bonjour. Bonjour. D'abord, on va reprendre un petit peu sur l'actualité la plus chaude. Il y a la pression qui se forme autour de Bachar al-Assad du côté de l'opposition qui est en train de former une espèce de coalition, c'est bien ça ? Oui, tout à fait, c'est ce qui arrive. Et puis maintenant, on va voir ce que cette opposition la cohérence de cette opposition, parce que vous savez, il y a des factions. Jusqu'à présent, l'opposition n'a pas toujours été unie entre un conseil national syrien qui se trouve essentiellement à l'étranger et qui favorise une intervention militaire étrangère, et puis ce qu'on appelle l'instance nationale de coordination pour le changement démocratique en Syrie, qui est en fait un ensemble d'organisations d'opposition qui est active à l'intérieur de la Syrie et qui est plutôt hostile à une intervention militaire. Et puis vous avez également ce qu'on appelle l'armée libre de Syrie, qui est plus proche de la thèse du Conseil national syrien. D'accord, donc ça, il va falloir essayer de comprendre si ces forces-là d'opposition vont pouvoir s'entendre. Est-ce que vous pensez que c'est possible ? Je ne crois pas qu'il y aura un consensus systématique et continu, parce qu'il y a des divergences sur des questions de fond. Je crois que l'empressement du Conseil national syrien à préférer le scénario libyen est ressenti par d'autres groupes d'opposition comme étant une position un peu irresponsable, eu égard à la situation actuelle de la Libye et eu égard aussi à la possibilité d'autres voies pour le changement. Vous savez, dans ce qu'on appelle le printemps arabe, il y a eu plusieurs scénarios. Le scénario libyen n'est pas le meilleur, parce qu'il y a eu beaucoup de sang qui a coulé, et ce n'est pas le seul non plus. D'accord. La question finalement qu'on a envie de vous poser, c'est de savoir si cette opposition, peu importe de qui elle est composée, est-ce qu'elle a une chance de renverser le régime de Bachar al-Assad ? Écoutez, à elle seule, certainement pas à court terme. À court terme, il ne faut pas s'attendre à ce que l'opposition à elle seule le fasse. Maintenant, est-ce que l'opposition est réellement représentative de tout ce qui se passe dans la Syrie ? C'est une autre question. Ce qui est certain, c'est que la fissure dans le régime syrien, elle est tellement profonde qu'il ne peut pas, de toute façon, revenir à la situation qui prévalait en Syrie avant le début des manifestations, il y a pratiquement un an. Et c'est ça qui est important. C'est ça qui est important et qui nous informe que le changement interviendra dans ce pays tôt ou tard. D'accord, mais avec l'aide de la communauté internationale ou pas ? Parce qu'on a vu l'ONU bien évidemment donner son point de vue sur la situation en Syrie, imaginer éventuellement une intervention. Comment peut agir aujourd'hui la communauté internationale pour aider ce pays qui est vraiment en détresse ?
Je ne crois pas que ce qu'on appelle communauté internationale, et on pense essentiellement à l'Europe et aux États-Unis, qu'il y aura une intervention militaire similaire à la Libye. Le contexte n'est pas le même. Les acteurs politiques ne sont pas intéressés à une intervention militaire. Je parle des présidents, par exemple, de la France ou des États-Unis. Je ne m'attends vraiment pas à ce qu'il y ait une intervention militaire. Maintenant, il y a un soutien aux actions armées qui sont menées en Syrie par cette armée libre de Syrie, et ce soutien vient à travers la Turquie, et il vient également à travers l'acheminement d'armes et de combattants qui viennent de Libye. Donc du point de vue militaire, il y a, si vous voulez, un certain soutien à la Syrie. Maintenant, est-ce que ça c'est quelque chose de positif? Ça reste très discutable, vu la situation de la Syrie. Maintenant, les autres mesures, comme par exemple les sanctions, l'isolement international, permet de mettre une certaine pression sur le régime syrien. Suffisante cette pression? Elle est suffisante? Écoutez, ça dépend pourquoi. Ouais. Est-ce que c'est suffisant pour renverser le régime? Probablement pas. Est-ce que c'est suffisant pour faire en sorte qu'on ne revienne jamais à une situation similaire à ce qu'il y avait avant? Eh bien oui. Donc voilà, alors vous savez, il y a le choix entre une démarche graduelle et une démarche militaire. Ouais. Je ne crois pas que la démarche militaire soit la meilleure. Milou Chinoufi, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions sur la situation syrienne lors des dernières semaines. Merci beaucoup. Merci à vous. Je rappelle que Milou Chinoufi est chercheur à l'Observatoire du Moyen-Orient de la chaire Raoul Dandurand à l'UQAM et professeur de relations internationales au Collège des Forces canadiennes de Toronto. Tes yeux, le groupe s'appelle Terrible, c'est pas un jugement de valeur, c'est juste leur nom. C'est un groupe qu'on va probablement réécouter dans les prochains jours, mais j'aime bien ça. Ah oui, ça bouge bien. Hein, ça bouge bien, c'est un peu rétro 70 là, mais c'est un peu rock aussi. Moi j'aime bien ça. Ouais. Tes yeux, Terrible. Félix, le sport, terrible. C'est terrible, le sport, oui, c'est terrible. Terrible la soirée de hockey, mais d'abord on va parler de tennis. Ah oui, mais c'est aussi une soirée terrible, mais dans le bon sens. Dans le bon sens, puisque 3 de nos Canadiens sur 4 qui jouaient hier ont gagné. C'est le cas de la merveille de Thornhill, Miloš Raonic, qui s'impose sur l'Italien Volandri 6-4, 6-0, 6-2. Wozniak gagne aussi contre la Chinoise Zhang 6-3, 6-3. Stéphanie Dubois l'emporte sur Elena Vestina 6-4, 1-6, 6-4. Mais mauvaise nouvelle du côté de Rebecca Marino qui baisse pavillon contre la Hongroise Greta Arn qui s'impose 6-4, 6-2. Les sénateurs ont perdu aussi, on n'arrête pas de parler de défaites là, et encore on n'a pas parlé des Raptors. Non. Les sénateurs, mais qu'est-ce qui se passe chez les sénateurs alors qu'ils étaient sur une si belle lancée? Ils subissent leur premier blanchissage de la saison, 2-0 contre les Jets de Winnipeg, mais ils jouent ce soir contre les Maple Leafs de Toronto et ils ont certainement l'intention de se reprendre. Et les Maple Leafs aussi, parce que eux ont toutes leurs chances de jouer les séries cette année. On a vraiment envie de confirmer les bonnes performances des dernières semaines. L'anniversaire de Mohamed Ali aujourd'hui, imaginez-vous. 70 ans, celui qui s'était proclamé le plus grand boxeur de tous les temps, à tout le moins de son époque. A raison. Oui. Il n'est pas qu'un boxeur. Non, mais c'était aussi... C'était un activiste politique. C'était plusieurs facettes comme garçon. Oui. Et c'est ça, aujourd'hui, il fête ses 70 ans. Et qu'est-ce qu'il demeure impressionnant, cet homme, malgré cette maladie de Parkinson qui l'accable. Ouais. Il continue à s'impliquer dans son sport pour faire en sorte de modifier la boxe. Alors, on lui souhaite un bon anniversaire. Oui, je lisais un article un peu plus tôt ce matin sur un boxeur français qui s'appelle Brahim Asloum, qui l'a rencontré il y a peu de temps. Et il était tellement intimidé par le personnage qu'il n'a même pas osé lui parler. Pour vrai? Ouais, alors que c'était son idole de jeunesse, etc. Mais il était tellement impressionné qu'il s'est dit non là. Il représente tellement cet homme-là. Non, c'est ça, mais pour tout, je veux dire, et puis même l'iconographie qu'il y a autour de ce gars-là, c'est absolument énorme. C'est une icône pop aussi. Tout à fait, à une période où on en avait bien besoin. Merci Félix. Mais il n'y a pas de quoi. Mika, elle me dit, un titre que vous auriez pu deviner par vous-même, il le répète à peu près 398 fois dans cette chanson, donc il n'y a pas beaucoup de suspense dans cette chanson. Mika donc qui se lance vraiment dans sa carrière francophone uniquement, ça a un petit peu capoté son histoire au niveau international, alors maintenant il chante uniquement en français. Était-ce bien nécessaire? Écoutez, moi j'aurais proposé d'autres pistes de carrière, mais bon. Allez, on va parler évidemment de la nouvelle qui va nous intéresser au prochain bulletin d'actualité.
D'accord, c'est moi ça. Ben oui, absolument. Alors, moi aussi, je vous parle du français, mais du côté de la politique cette fois-ci. Le chef conservateur Tim Hudak laisse entendre qu'il serait peut-être souhaitable de privatiser certains services offerts en français en Ontario. Il a réagi hier à une étude de l'Institut Fraser qui dit que l'Ontario est la province qui dépense le plus pour ses services en français. C'est un budget de 620 millions de dollars par année en Ontario et ça, c'est pour offrir des services aux 500 000 francophones. Merci Annie, on se retrouve dans quelques petites secondes.